Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Rarement un crime a tenu en haleine la population d'une ville et même d'un pays entier, comme l'affaire Grasse à Cologne, en Allemagne. Mais les circonstances qui ont précédé l'arrestation du coupable justifient cette passion. C'est à cause d'elle que Jacques-Antoine a décidé d'ouvrir devant nous ce dossier extraordinaire. Vous allez y trouver l'énigme typique du bon roman policier, la circonstance inexplicable et qui demeure inexpliquée tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Voilà les faits. La riche veuve d'un bijoutier de Cologne, Gertrude Grasse, maigre, cheveux gris, un peu garçonne, avait perdu son mari en 1922. En 1934, elle vivait toujours, âgée de 67 ans, dans sa maison, jalousement close, qu'on appelait le Château Maudit, au numéro 1 du Jardin botanique. Elle possédait une grosse fortune, une autre maison et surtout des terrains. Sa propriété était entourée de 4850 mètres carrés de jardin. Son fils unique s'était follement amouraché d'une écuyère de cirque et voulait l'épouser. Sa mère s'y opposa et menaça de le déshériter. Il se suicida le soir de Noël avec un pistolet dans sa chambre en 1925. Comme vous le voyez, c'était une drôle de famille. Madame Grasse avait toujours été assez singulière, mais cette mort la désarçonna tout à fait. Tout en étant très riche, elle était excessivement avare. Elle aimait certains animaux, curieusement de vieux canards et des poules traînés dans la cour jusqu'à ce qu'ils crèvent de vieillesse. Un cheval âgé de 30 ans vivait à l'écurie. Elle avait fait naturaliser des poules et des canards qu'elle gardait dans l'appartement. Comme vous le voyez, drôle d'ambiance. Elle se laissa terriblement aller et ne se soignait plus du tout. Comme elle n'entretenait pas sa maison depuis des années, celle-ci était en fort mauvais état. Le toit étant défectueux, le plafond du premier étage s'était écroulé. Les pièces étaient dans un état indescriptible. Madame Grasse n'occupait plus que 3 pièces. Toutes les autres étaient pleines de gravats, de saleté. La propriété était entourée d'une clôture impénétrable, et pour accéder à la maison, il fallait franchir 3 portails solides, et elle avait fait fixer à l'entrée un panneau qui disait « Il faut s'annoncer par écrit ». Comme vous le voyez, drôle de décor. Puis, elle connut un ouvrier agricole, Hugo. Au début de cette relation, elle se plaignit de ses nombreuses visites, mais peu à peu, Hugo se rendit indispensable, car il s'occupait de ses affaires et gagna la confiance de cette femme plus âgée de 25 ans. Résultat, depuis 1926, donc 1 an après la mort de son fils, ils vivaient ensemble. Gertrude ne le payait pas, et Hugo laissait entendre, à droite et à gauche, qu'ils étaient mariés, mais la veuve Grasse ne consentait pas au mariage avec cet homme qui ne possédait pas un rati. Pour finir, vous le voyez, chers amis, drôle de situation. Hugo isola Madame Grasse de plus en plus du monde, et elle n'eut plus aucune relation avec sa nombreuse parenté. Le 6 avril 1927, Madame Grasse avait fait un testament en faveur de l'ordre de l'adoration perpétuelle, à la condition d'ériger un home pour enfants sur son terrain. Le 10 avril 1932, Madame Grasse et Hugo firent chacun un testament en léguant tout leur avoir aux survivants. On peut considérer le testament de Hugo comme une plaisanterie puisqu'il léguait son avoir et ses terrains à Gertrude alors qu'il ne possédait rien du tout. C'est le 7 septembre 1934 qu'on vit Madame Grasse pour la dernière fois chez elle. Le 17 novembre, donc 6 semaines plus tard, des inspecteurs de police se présentèrent à la porte de la maison car ils avaient été avertis de la disparition de la veuve. Mais la porte, qui va s'ouvrir devant eux, débouche sur un véritable cauchemar. Donc, le 17 novembre 1934, 2 policiers, Walter Friedrich et Johann Burger, sonne à la porte du Château Maudit. Il fait froid, un brouillard humide pénètre jusqu'à l'os.
Aussi n'est-il pas agréable d'attendre devant cette porte où ils doivent cependant sonner une deuxième fois. Si toutefois ils sonnent, car lorsqu'ils tirent sur la poignée qui devrait actionner quelque part une cloche, ils n'entendent strictement rien. Enfin des pas, un bruit de chaîne, le déclic d'un verrou. L'homme qui paraît de taille moyenne, noueux, la peau épaisse, la barbe dure, les sourcils embroussaillés, le cheveu rare. On dirait un berger descendu de ses montagnes, revêtu d'un costume de citadin trop fragile, qui semble prêt à craquer aux articulations. Il regarde les deux policiers d'un œil vif et perçant. « Bonjour, monsieur. Madame Gertrude Grasse est ici ?»« Pourquoi ? » Je voudrais lui parler. Madame Grasse est malade, elle ne veut recevoir personne. Mais je n'ai que 2 mots à lui dire. Je ne la fatiguerai pas. J'en ai pour 1 minute. Même 1 minute, c'est pas possible. Je suis l'inspecteur Friedrich. Est-ce que je peux entrer? Si vous voulez, mais je vous répète que vous ne pourrez pas la voir. Elle est trop malade. L'homme s'efface et laisse entrer dans le hall de la maison Friedrich et son collègue. Friedrich, c'est le jeune flic sérieux, scientifique, ex-boy scout, pour qui la vie, la morale, le devoir et l'ambition se résument en un mot, la loi. Il regarde autour de lui avec un certain étonnement. Un peu partout, des animaux empaillés, plus ou moins mangés par les vers, des tapis anciens et de prix côtoient des carpettes affreuses, et sur les murs, de très belles toiles, défient d'horribles chromos. Mais si tout est vieux, tout est propre. Même impression dans le salon où il pénètre. « Vous êtes monsieur Hugo ?» demande l'inspecteur Friedrich. Hugo répond d'un signe de tête affirmatif, mais n'offre pas aux 2 policiers de s'asseoir. Manifestement, il ne tient pas à les voir s'éterniser à la maison. « Monsieur, reprend Friedrich, nous ne voulons pas vous déranger. Nous voulons simplement voir Madame Grasse. »« Pourquoi ? » Vous devez savoir que beaucoup de personnes s'étonnent qu'on n'ait plus aperçu Madame Grasse depuis près de 10 semaines. La famille, puisque vous opposez une fin de non-recevoir à toutes ces demandes, a prié la police de s'assurer que Madame Grasse était ici, en bonne santé. Elle est ici. Mais elle n'est pas en bonne santé, puisqu'elle est malade. Vous avez fait venir un médecin? Bien sûr que non. C'est un genre de maladie qu'elle a souvent. Et quel genre de maladie? Oh, je crois que ça se tient dans les os. Par moments, elle peut plus marcher. Mais cela ne devrait pas l'empêcher de nous recevoir. Hugo semble hésiter, puis finalement... Bon, venez. Et Hugo les précède à travers le hall, monte devant eux l'escalier grinçant, et parvenu sur le palier du premier étage, il ouvre une fenêtre, puis les volets pour faire entrer un peu de lumière. Elle est là. La réveillez pas si vous pouvez. Friedrich et son collègue s'avancent alors vers la porte, à 2 battants, qu'Hugo entr'ouvre pour eux. Dans l'ombre d'une très grande chambre, bourrée de vieux fauteuils, de petites tables, de lampes rococo, ruisselantes de brocart usé et de dentelles défraîchies, on aperçoit un lit, sur lequel une forme est allongée. Comme les 2 inspecteurs font un geste vers la porte, vous n'avez peut-être pas besoin d'entrer tous les 2. Le regard des policiers se croise. Soit, dit Friedrich qui entre seul. Une terrible impression de malaise saisit le brave policier qui s'enfonce dans le mystère de cette chambre. Lui pour qui tout est net, clair dans la vie, les bons, les méchants, le noir et le blanc, l'envers et l'endroit, le jour et la nuit, il lui paraît brusquement qu'il pénètre dans un monde inconnu, où l'oxygène est rare, la lumière glauque et les bruits étouffés, un peu comme le plongeur descend lentement au fond de la mer. D'ailleurs, en approchant du lit, le corps allongé lui paraît aussi étranger au genre humain qu'un poisson. Il se penche sur un visage de vieille femme grisâtre, auréolée de cheveux fanés, qui le regarde avec les yeux protubérants d'un céphalopode. La respiration est faible et rapide. « Vous êtes Madame Grasse ?» Oui. En réalité, ce n'est pas elle qui a répondu, c'est Hugo, mais les yeux d'un battement de paupières ont accompagné la réponse.
Friedrich se relève et murmure. Vous devriez tout de même la montrer à un docteur. Quelques instants plus tard, les deux policiers quittent la maison car légalement, leur mission ne les autorise à rien d'autre qu'à constater que Madame Grasse était présente et vivante. Pourtant, Friedrich répète sur le perron « Vous devriez la montrer à un docteur ». Contents d'être débarrassés de cette corvée, les deux hommes s'en vont d'un pas gaillard dans le brouillard glacé. « Elle a l'air très malade ?» demande Johann. « Oh, très affaibli » répond Friedrich. « Il faut dire que je ne l'ai pas bien vue. Il faisait noir comme dans un four, et entre les draps et les cheveux, je n'ai vu que les yeux. » Ils font encore quelques pas, et Johann s'arrête net. « Qu'est-ce qu'il y a » demande Friedrich. « Et quelle couleur les cheveux ?»« Gris. Pourquoi? C'est pas sa couleur ?»« Si. » Ils font encore quelques pas. Johann s'arrête encore. « Comment ils étaient, ces cheveux ?»« Autour de la tête. »« Long ?»« Assez. »« Comment ?»« Comme ça. » Et Friedrich monte la longueur de son avant-bras. Pendant une heure, les deux policiers vont interroger les voisins, téléphoner à la famille. Madame Grasse a-t-elle des cheveux longs ou courts? Il semble à tous qu'il est certain qu'elle les portait courts, car sa silhouette était assez connue pour que ce détail ait frappé. Mais, en 10 semaines, des cheveux, ça pousse. Ils vont voir un perruquier qui leur montre des cheveux courts et ce que pourraient devenir les mêmes cheveux 2 mois et demi plus tard. En imaginant les extrêmes, la différence devrait être de 2 à 6 cm. En aucun cas, cela ne pourrait conduire à une chevelure longue susceptible de s'étaler sur l'oreiller. Furieux et vexé, Friedrich décide de retourner au château maudit le lendemain à la première heure. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le lendemain donc, à la première heure, dans le même brouillard glacé que la veille, les deux mêmes inspecteurs, Walter Friedrich et Johann Burger, sonnent devant la même porte qui s'ouvre de la même façon sur le même Hugo qui paraît cette fois plus surpris que la veille. « C'est encore vous, qu'est-ce que vous voulez ?»« Cher monsieur, veuillez nous excuser de cette nouvelle visite, mais je voudrais revoir Madame Grasse. »« C'est impossible. Hier, je l'ai entrevue dans l'obscurité, je connais mal son visage et... » Hugo l'interrompt. « Vous ne pouvez pas la voir. Elle est partie. » Pas besoin de vous dire, chers amis, que les deux policiers se regardent médusés. Comment est-il possible que cette femme, hier si malade, soit partie aujourd'hui? Cet homme se paye leur tête. Ils font évidemment part de leur étonnement à Hugo, et sans ménagement cette fois. Celui-ci reconnaît que ça paraît invraisemblable, tellement invraisemblable que s'il avait dû fabriquer un mensonge, il en aurait trouvé un autre. Et il raconte les circonstances de son départ. Après la visite des policiers, elle s'est sentie mieux, puis au début de l'après-midi, elle s'est levée, elle a fait sa toilette et elle s'est habillée. C'est du moins ce que suppose Hugo, car il l'a vue apparaître vers 4 heures de l'après-midi, une petite valise à la main. « Mais s'exclame Friedrich, depuis 1 an, elle marche en s'appuyant sur des cannes. Oh, vous savez, c'était une toute petite valise. Où allait-elle? Elle n'a pas voulu me le dire. » Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Impossible d'imaginer qu'une femme qui marche avec des cannes soit partie comme ça, brusquement, en voyage. Mais Hugo déclare qu'il a été lui chercher un taxi. Vous reconnaîtriez ce taxi? Peut-être. Vous vous moquez de nous, monsieur. Hugo, c'est évident, se moque d'eux. Ses yeux plissés regardent Friedrich d'un air sarcastique. Tandis que Johann Burger fait rechercher dans toute la ville le taxi qui aurait conduit la vieille Madame Grasse à la gare, Friedrich entreprend de visiter la maison de fond en comble. Dans les chambres, rien. Dans le salon, la salle à manger, rien. Dans l'office, dans la cuisine, rien. Dans la cave, dans le grenier, dans la buanderie, rien. Dans les multiples huches, coffres, armoires qui les meublent, rien. Dans les placards, rien non plus. Le lendemain, tous les taxis de la ville ont été interrogés. Aucun ne se souvient avoir chargé une cliente devant le château maudit. Mais Hugo embrouille l'affaire en disant « Et si c'est lui qui l'a estourbé? Y a pas de danger qu'il s'en vante !» Évidemment, c'est une hypothèse que la police n'a pas le droit de négliger, mais qu'elle va pouvoir abandonner bien vite, car, en examinant de plus près les vêtements et la lingerie, Friedrich finit par découvrir quelques traces de sang, grandes comme la main, notamment sur une robe et une chemise d'homme, sur des morceaux de drap et sur une descente de lit.
Ça doit être du sang de son fils, lorsqu'il s'est suicidé, suggère Hugo. C'est alors qu'un coup de théâtre va rendre l'affaire encore plus étrange et compliquée qu'elle ne l'était déjà. Lorsqu'on fait analyser ces taches de sang, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du sang du fils de Madame Grasse, mais bien du sang de cette dernière, seulement voilà. Il est bien antérieur à la visite des deux inspecteurs. Ce sang aurait été répandu au plus tôt il y a 1 mois, et probablement 2. Alors 3 nouvelles hypothèses se présentent. Ou bien, c'est le cadavre de Madame Grasse que Friedrich aurait vu dans le lit. Mais c'est tout à fait exclu, car la femme qui l'a vu respirait, ses yeux bougeaient. Et après 2 mois, le cadavre n'aurait pas présenté cet aspect. Ou bien la femme qui l'a vu avait été blessée par Hugo, qui n'a pas osé l'avouer. Ou bien la femme qui l'a vue n'était pas Madame Grasse, ce qui expliquerait la longueur anormale des cheveux. Mais chacune de ces 3 hypothèses pose le même problème. Qu'est devenue Madame Grasse, ou ce qu'il en reste? Toute la presse, et même la presse étrangère, publie des photos, des communiqués de recherche. L'enquête établit qu'il n'y avait aucune raison tangible pour que Madame Grasse se soit suicidée. Elle n'avait pas d'ennemis, ne se disputait jamais avec personne. Par contre, les derniers temps, les relations entre Hugo et Gertrude s'étaient modifiées. Elle avait l'intention de le renvoyer. Il devait craindre qu'elle modifiât son testament. Devant témoin, elle avait dit un jour « C'est dommage que je sois tombé entre les mains de ce sale paysan ». Hugo avait à payer une dette de 300 Deutschmark pour un procès début septembre, mais Madame Grasse ne la paya pas, et lui, qui n'avait pas un pfennig, réussit à trouver l'argent. D'ailleurs, après investigation, Friedrich apprend que le train de vie de Hugo avait complètement changé depuis la disparition de Madame Grasse. Entre le 7 septembre et le 17 novembre 1934, Hugo avait prélevé 3 fois 5000 Deutschmark sur 3 comptes de banque différents. Il menait une vie de débauche dans les boîtes de nuit, où il invitait des call girls et distribuait de l'argent aux filles de bar. Il emmena même ces personnes en fin de nuit à la maison de Madame Grasse. Aucune d'entre elles n'a jamais aperçu cette dernière. Curieusement, c'est le propre témoignage de Friedrich qui empêcha que l'on arrête Hugo. En effet, puisque Friedrich avait vu Madame Grasse 2 mois après qu'on ait signalé sa disparition, il était difficile de l'accuser officiellement de meurtre. Il en est ainsi jusqu'au jour où Friedrich découvre que, quelque temps avant sa première perquisition, Hugo cherchait une femme de ménage. Un commerçant le fit savoir à une vieille domestique sans travail. La police déniche la vieille femme, et Friedrich, quelques heures plus tard, se trouve en face du visage aux longs cheveux gris et aux yeux protubérants de céphalopodes qui l'avaient tant frappé. La vieille femme, un peu, disons, demeurée, ne fait aucun mystère de ce qui s'est passé. Elle s'était présentée ce matin-là au Château Maudit, et Hugo l'a mise tout de suite à l'essai. À peine 1 heure plus tard, on sonnait à la porte. Hugo, jetant un coup d'œil par la fenêtre, lui demandait de l'accompagner. Avec une audace proche de l'inconscience, il la fit s'allonger dans le lit en lui disant de ne rien dire quoi qu'il arrive. Elle, avec une naïveté tout aussi déconcertante, accepta. C'est tout à fait par hasard si elle a battu les paupières lorsque le policier lui demanda si elle était Madame Grasse, car elle ne s'en souvient pas. Ah, je sais ce que vous pensez, chers amis. Bon, eh bien voilà, cette affaire est terminée. Eh bien pas du tout, car voici la version d'Hugo. Madame Grasse est bien partie en voyage, ainsi qu'il l'a raconté, mais 2 mois plus tôt, exactement le 26 octobre 1934. Hugo savait qu'on le soupçonnait, puisqu'il n'avait pu donner aucune explication sur ce départ. Aussi, lorsqu'il a vu 2 hommes sonner à sa porte, il s'est douté qu'il s'agissait de policiers. Et pour qu'on lui fiche la paix une bonne fois pour toutes, il a, en un clin d'œil, imaginé ce stratagème stupide. Il s'agit d'un geste spontané, irréfléchi, et qu'il regrette aujourd'hui. Néanmoins, cet aveu permet à l'inspecteur Friedrich de faire arrêter Hugo sous l'acculpation d'outrage à magistrat et incitation à faux témoignage. Hugo, cependant, ne s'en montre pas très affecté, convaincu qu'on ne pourra jamais le condamner comme meurtrier aussi longtemps que l'on n'aura pas retrouvé le cadavre de Madame Grasse, et plus l'instruction avance, plus il devient cynique et souriant. Car en effet, il reste un mystère et de taille. Qu'est devenu le cadavre de Madame Grasse s'il y a cadavre? Pendant 20 mois, sa recherche va tenir la police en haleine. On retourne tout le terrain avoisinant la maison, on sonde les murs tous les 10 centimètres, on met les cheminées à bas. Les cendres de l'âtre dans les poêles, la cuisinière, sont soigneusement analysées, ainsi que les ordures, les poussières, la terre de la cave, etc. On va jusqu'à imaginer qu'Hugo a découpé le cadavre, brûlé les morceaux et pilé dans un mortier ce qui restait des os calcinés. Pourtant, le cadavre de Madame Grasse reste introuvable. Malgré tout, Friedrich réussit à faire comparaître Hugo aux assises, où il paraît subitement s'effondrer, pleurant, comme s'il était accablé par le remords. Bien que la défense suggère que Madame Grasse
aurait pu se rendre en Hollande, dans un couvent, où elle avait laissé entendre qu'elle aimerait finir ses jours dans l'anonymat, Hugo sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle, le jugement étant motivé ainsi. Madame Grasse a dû être assassinée par un acte de violence avec préméditation. Le cadavre de Madame Grasse n'a jamais été retrouvé et la façon dont Hugo la tua et fit disparaître ses restes demeure un secret à jamais perdu, puisqu'il est mort en prison en 1945. Aujourd'hui encore, on parle à Cologne de cette affaire Grasse qui inspira des romans policiers et un film intitulé « Crime sans cadavre ». Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.